Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé, nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Monsieur le ministre d'État, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de votre lettre de mission. Au cours de cet entretien, nous allons voir ensemble les actions que vous avez menées à la tête de votre département ministériel. Et pour débuter cet entretien, cette première question, monsieur le ministre d'État, quelle appréciation faites-vous de la situation sécuritaire d'avant les événements du 26 juillet 2023? Merci à vous, monsieur les journalistes, et à la RTN pour l'occasion que vous nous offrez, certainement de nous entretenir avec nos concitoyens sur les grandes lignes de la mise en œuvre de notre lettre de mission. De prime abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a rendu cela possible aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment rendre compte au peuple nigérien de ce que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 ans. Mes remerciements aussi vont au chef de l'État qui a placé cette confiance en nous, en ma modeste personne, pour animer les activités au niveau donc de ce ministère régalien. Je présente mes voeux en cette début d'année 2025, mes voeux de nouvel an à la population du Niger et à l'ensemble de l'espace AES. Je présenterai aussi mes condoléances aux victimes civiles et militaires, car nous savons effectivement que cette situation a posé beaucoup de désolation dans notre pays et dans notre espace. Et enfin, je salue la résilience du peuple, de la population, au sein donc de cette confédération AES. Pour revenir à votre question, comme vous le savez, la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires publiques étaient les préoccupations majeures qui ont conduit le CNSP à prendre le pouvoir le 26 juillet 2023. Je voudrais justement, pour qu'on puisse un peu cerner cette situation, essayer de parler d'avant 2023, relativement à votre question, de la situation à partir de juillet 2023 et de ce que nous sommes à partir d'aujourd'hui. Je pourrais dire que la situation dans laquelle nous étions avant le 26 juillet était une situation de sous-traitance sécuritaire. Pourquoi de sous-traitance sécuritaire? On va le voir. Et une sous-traitance que je voudrais situer à 2 niveaux. Premièrement, entre nos États et la France, parce que là, il faut vraiment indexer de qui il s'agit. Il faut dire les choses terre à terre. Hein? Terre à terre, bien entendu. La France qui considère justement que nos armées locales ne peuvent plus résoudre le problème d'insécurité et qu'il faut absolument leur présence dans cet espace. Très vite, la France a déployé les méthodes politiques, diplomatiques, pour finir par convaincre l'élite d'antan qu'il fallait qu'elle s'installe dans l'espace AES, dans l'espace ouest-africain, dans le Sahel, pour soi-disant essayer de lutter contre le djihadisme. Le plan de la France doit paraître réaliste, parce qu'il faut faire comprendre aux gens, à première vue, il faut qu'il soit réaliste. Donc, vu le nombre de militaires annoncés qui devraient occuper l'espace AES, il semblerait qu'il y a un couac. Donc, il fallait que la France, pour rendre ce plan réaliste, fasse appel à ces autres pays de l'Europe, à ces autres pays de l'OTAN, pour venir occuper notre espace, s'installer et sous-traiter notre sécurité. Parce qu'en ce temps, ce que nous avons dans notre espace
était très dommageable, dont nous pouvons justement circonscrire à temps utile. Nous le savons, tout a commencé au Mali, où vous vous souvenez très bien de l'intervention de la France et de ce que cela a été, l'applaudissement, l'intérêt que le peuple malien avait manifesté en son temps, à ce que la France puisse venir justement essayer de traiter le problème d'insécurité qui était à l'ordre du jour. La deuxième sous-traitance, comme je le disais, c'est entre la France et les pays européens. Donc vous vous souvenez très bien qu'à l'époque, nous avons tout le monde ici, à part donc les pays otaniens, comme je l'avais dit. Nous avons des pays, pas des moindres, qui étaient tous ici invités dans le Sahel pour pouvoir, soi-disant, lutter contre le terrorisme. Mais malheureusement, nous connaissons la suite. Tous ces pays réunis n'ont pas pu donner la garantie sécuritaire qu'il nous fallait en ce temps pour pouvoir vaquer à nos occupations et permettre à nos populations de pouvoir travailler, de pouvoir se déplacer dans la quiétude qu'il fallait. La suite, nous la connaissons. Les présidents ouest-africains ont parcouru le monde avec la France comme mentor pour aller chercher qui des soutiens, qui des appuis un peu partout dans le monde. Et que des résultats aussi que nous savons pertinemment. Des mises à disposition des fonds, des soutiens, ont été manifestés par certains pays qu'on n'a d'ailleurs jamais vus. Souvenez-vous un peu de ce que c'était les sommes d'argent astronomiques qui avaient été des promesses et qui avaient été justement gérées par la France qui malheureusement, jusqu'à où je vous parle aujourd'hui, nous on a juste constaté au niveau du Niger justement quelques matériels désuets qui ont été mis à notre disposition en son temps pour qu'on puisse dealer contre ces bandits qui, nous savons aussi, avec le temps, étaient entretenus par justement par la même France. Nous avons un exemple ici, la situation à Chinagoda, on ne l'a pas oublié, les tueries d'Inates. Nous avons en mémoire la saison agricole hivernale 2023, où c'était des gens qui mouraient dans l'Anzourou pour le simple fait qu'ils sont allés au champ. Donc tout ça, nous les avons en mémoire. Nous, au niveau national, nous avons constaté à notre corps défendant que nous ne pouvons rien faire. Nous avons avec nous des acteurs qui se permettaient tout, qui souvent, quand on a demandé leur aide précisément à des endroits précis, à des attaques précises, ces gens ne bougeaient pas, ils nous narguaient. Carrément, ils nous faisaient savoir souvent que la cible ne valait pas le prix de la munition qui allait être utilisée. Clairement, souvent, ils nous disaient que non, les messieurs qu'on est en train de voir n'ont pas des armes apparentes. Donc finalement, en fait, c'était des subterfuges, tous les arguments possibles pour ne pas agir. Nous l'avons compris. Nous l'avons vécu, et très mal vécu justement, à notre fort intérieur, pour que nous puissions réagir un 26 juillet. Ce partenaire était en train d'agir comme la souris, généralement, comme on dit, qui te mord et qui souffre sur la blessure. Donc c'est en termes imagés. Voilà ce que nous pouvons dire de cette coopération que nous avons justement avec ce partenaire français qui a fini par créer la désolation dans notre espace. Nous avons en mémoire, comme je le disais, les tueries de Inates, de Chinagoda, beaucoup de désolation dans nos contrées, dans nos régions, qui malheureusement ont fini par décider l'armée d'intervenir et d'arrêter ce désordre. La France, non contente de cette situation, s'était exclamée un coup d'État de trop. Qu'est-ce qui était de trop? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir signifier un coup d'État de trop? Nous étions dans une situation où
nous étions en train de perdre ce que nous avons de plus cher, qui est notre pays. Il fallait agir. Malheureusement, cette réaction n'a pas été du goût de la France. Elle a été chassée du Mali, elle a été chassée du Burkina, et elle devrait être chassée du Niger, tout naturellement, puisque c'est le même espace. Souvenez-vous au sommet de Pau, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai en bonne mémoire que c'est à ce sommet de Pau que la cible avait été indiquée. Parce qu'en ce temps, nous ne savons pas ce qui s'est passé au niveau de la zone des 3 frontières. Il aurait tout simplement fallu que le président français déclare la nouvelle cible pour que tout s'embrase au niveau donc, de l'Iptako-Gourma que nous connaissons très bien. Donc c'est pour dire que tout ça est orienté. Et qu'aujourd'hui, on a fini par définitivement comprendre que non seulement la France est aux abois, mais la France, au lieu justement de se raviser, elle applique ce qu'elle a toujours su faire. Une politique française, très française, comme le dit Sankara. Elle s'allie encore à des nouveaux partenaires qui malheureusement sont nos voisins, avec qui nous avons une histoire commune, une géographie commune, qui aujourd'hui sont en train de donner de l'eau au moulin de ces Français pour pouvoir nous déstabiliser. Donc la situation que nous vivons en ce moment se voit ajouter d'autres menaces. Et d'autres menaces pas des moindres, parce que quand même quand c'est ton voisin lui-même maintenant qui se présente être un cheval de Troie et qui puisse permettre à certains de venir t'atteindre, là tu es obligé d'être vigilant à plus d'un titre. Donc nous constatons maintenant qu'il nous faut redoubler doublement de vigilance. Pour que la situation soit contenue, il faut faire preuve de vigilance. Des exemples vous ont été donnés ici à travers toutes les interventions de ceux qui sont en train d'être manigancés contre le pays. Ça, c'est ce qui concerne la sécurité. Sur le plan économique, on n'en doute pas un instant que des efforts sont en train d'être faits pour nous empêcher notre plénitude économique. Je salue toujours la résilience de ce peuple nigérien qui a compris les enjeux qui sont là, qui sont les nôtres, et qui a compris l'objectif de cette lutte, qui est ni plus ni moins une lutte de libération. Essayer d'affirmer notre souveraineté et de pouvoir vraiment nous développer avec nos propres valeurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, très vite, nous l'aurons compris, et mieux ça vaut. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Et compte tenu de cette situation, nous avons les orientations, justement, et la vision du chef de l'État, le président Tchadi, qui se décline en 4 axes, qui sont donc, dans un premier temps, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, le deuxième axe qui est la bonne gouvernance, le troisième axe qui est le développement des bases de production et la souveraineté économique, et le quatrième axe qui est l'accélération donc des réformes sociales. Compte tenu de cette vision, des lettres de mission ont été assignées aux différents ministres. Pour ce qui concerne l'intérieur, nous en avons une lettre qui comporte 11 points. 11 points clés où nous nous efforçons tous les jours de travailler au quotidien, donc depuis ce 26 juillet, pour pouvoir rendre viable, pour pouvoir s'acquitter de la tâche, pour pouvoir vraiment refonder ce pays, transformer ce pays au bénéfice donc de cette population nigérienne. Oui, monsieur le ministre d'État, vous l'avez un peu ébauché. Donc cette question de la mise en œuvre des lettres de mission. Dans cette lettre, monsieur le ministre d'État, il est question du renforcement des capacités d'intervention opérationnelle des forces de sécurité intérieure à travers des actions de recrutement, de formation de personnel en qualité et en quantité, de l'acquisition des moyens matériels et logistiques et du perfectionnement du système de renseignement intérieur. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à toutes ces questions? Merci.
Donc, effectivement, votre question répond d'ailleurs au premier point de notre lettre de mission par rapport à cet objectif. Mon département ministériel a engagé et réalisé plusieurs réformes et activités qui ont permis de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces intérieures. Sans être exhaustif, en termes de ressources humaines, en 2024, nous avons recruté 3 595 jeunes au profit de la garde nationale et de la police nationale, tout grade confondu. Ça, c'est du jamais vu ici au Niger. Vous allez vous référer à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Jamais un tel chiffre n'a été atteint au cours d'une année. Cela démontre réellement, et aussi dans la situation conjoncturelle où nous sommes, malgré l'embargo qui est là, économique, et les partenaires qui, un à un, ont cru devoir s'en aller au lendemain du 26, qui aujourd'hui, certains, c'est peut-être pas demi-feutré, on ne peut pas dire qu'ils sont revenus, c'est justement une position ambiguë qu'ils entretiennent. Ils sont partis. Il y en a même qui, en partant, nous ont demandé justement de les rembourser ceux qu'ils avaient investis. C'est le cas de l'AFD, qui malheureusement s'est cru devoir nous envoyer des lettres pour nous demander de leur rembourser les quelques millions qu'ils ont investis ici au Niger pendant ces quelques années. Si c'est l'AFD encore l'agence française, toujours française de développement, qui ose demander de la rembourser, allez donc savoir. Donc, en termes de formation, nous avons renforcé les capacités de plus de 8000 de nos agents, tous grades confondus, dans la gestion des frontières, la lutte contre le terrorisme, le renseignement justement, dans la cybercriminalité. Pour cette année 2025, nous avons l'ambition de recruter plus de 3000 de nos jeunes qui vont servir justement dans les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la garde nationale. Très vite d'abord pour la police, dans quelques semaines. Voilà, donc le concours sera fait et plus de 3000 vont être recrutés. Du jamais vu, encore une fois de plus. Donc c'est pour vous dire vraiment les efforts qui sont en train d'être faits dans le renforcement et dans le recrutement de nos personnels. Pourquoi cela? Parce que nous avons compris une chose. Nos intérêts stratégiques doivent être défendus. Et tant que nous ne défendons pas nos intérêts stratégiques, ça veut dire que nous perdons des ressources. À quoi nous assistons depuis un certain temps? C'est des attaques sur le pipeline. Parce que justement, des bandits sont là en train de récupérer l'or, les richesses de ce pays, un peu partout, sur tous les points cardinaux. Vous voyez la zone des 3 frontières, vous voyez la zone de Maradi, vous voyez la zone d'Agadez. C'est des zones dans lesquelles aujourd'hui, tout le monde sait que produit de l'or. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement à l'État nigérien? Cet or, ça fait belle lurette qu'on dit que le Niger produit de l'or. Aujourd'hui, vous qui êtes les journalistes, on peut définir concrètement ce que ça rapporte à notre vie économique. Non. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne maîtrise pas? Nous avons compris que c'est parce que nous n'avons pas le personnel et la technicité qu'il faut. Pour le personnel, on s'en charge. C'est les enfants du Niger, c'est les fils du pays qu'on va former pour pouvoir contrôler cet espace, pour que l'État puisse avoir les dividendes et les ressources qu'il faut et impulser un véritable développement. C'est ça l'enjeu. Donc face à nous, nous avons des gens qui sont décidés justement à ne pas nous permettre à agir, à atteindre cet objectif, qui est un objectif pour nous prioritaire. Donc forcément, il faut que nous puissions trouver la capacité, trouver les moyens nécessaires pour pouvoir inverser la tendance. Tout naturellement, nous avons aussi, comme on le dit, renforcé le cadre juridique, c'est renforcer les organigrammes, l'organisation de nos forces de défense et de sécurité,
des ordonnances ont été signées concernant la garde nationale du Niger. Dans leur organisation, des ordonnances ont été signées concernant la police nationale dans leur organisation. Tout ça pour les rendre beaucoup plus efficaces. Certains domaines de la police, nous avons un regard particulier pour pouvoir s'en approprier. C'est le fait que, si vous avez remarqué ces derniers temps, nous sommes allés à développer la capacité amphibie de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est la capacité à travailler sur les plans d'eau, sur le fleuve. Ce qui ne se faisait pas avant, c'était juste d'une façon timide, mais maintenant nous avons compris les menaces. Et nous avons compris qu'il y a quand même des voisins qui se sont déclarés et qui se sont ajoutés à cette menace. Alors toute politique sécuritaire d'un pays s'évalue justement par rapport aux menaces. Donc face à ces nouvelles menaces, nouveaux comportements, nouvelles attitudes. Nous allons renforcer justement ces domaines de la police, de la garde, de la gendarmerie pour pouvoir faire face. Nous allons revoir le maillage sécuritaire. Le maillage sécuritaire du pays. Nos implantations de nos unités. Un peu sur l'espace. C'est par la création des commissariats, là où il n'y en avait pas, par la création des escadrons polyvalents de la garde nationale, là où il n'y en a pas, et par la création aussi des compagnies de surveillance de frontières, les CMCF, qui ont montré leur plus-value dans notre architecture sécuritaire. Aujourd'hui, à tête d'exemple, vous avez les escadrons polyvalents de la garde nationale, ceux qui sont déjà construits, toujours sur fonds propres du Niger, ça il faut le dire, à Dogon-Kiria, à Bonkoukou, ça a commencé, voilà, à Kokorou, dans la région de Terra, à Yelou et à Touroudi. Vous voyez ces efforts qui ont été... Qui sont des zones d'insécurité. Des zones d'insécurité. Les attaques sont récurrentes. Exactement. Donc aujourd'hui, nous ambitionnons rester là-bas. C'est quoi la vision? Nous allons contrôler les zones et rester. Donc voilà pourquoi il nous faut du personnel et il nous faut des infrastructures. C'est des postes fixes. Ce seraient des postes fixes à partir desquels nous pouvons maintenant rayonner dans la zone. Ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est aller faire des patrouilles, rester quelque temps et quitter. Nous nous sommes rendus compte que là, en le faisant, ce serait inopérant. Les bandits se jouent de nous de cette manière et maintenant nous avons pris sur nous de rester. On restera à côté de la population. On permettra justement à la population de se sentir beaucoup plus à l'aise, à nos forces de défense et de sécurité d'être sur place et de dominer l'environnement, connaître l'environnement. Et de cette manière, nous savons que nous pouvons être beaucoup plus efficaces à ce niveau. C'est aussi des compagnies de sapeurs-pompiers, ça il faut le dire aussi, qui sont créées pour pouvoir être à côté de la population. Nous avons en mémoire les inondations de cette année. Donc tout ça, il faut que nous puissions apporter cette sécurité, apporter cette assistance à cette population. Donc beaucoup de choses sont en train d'être faites à ce niveau. Il y a aussi quelques actions qui ont été faites. C'est quoi? C'est par rapport justement à cette migration, parce que aussi c'est des menaces que souvent les gens ne perçoivent pas trop. C'est des actions majeures au niveau donc de nos frontières. Quand vous avez vu par exemple le cas des refoulés que nous recevons un peu de notre voisin l'Algérie, à Samaka, voilà. Donc tout ça c'est des situations qui perturbent l'équilibre sécuritaire. Parce que nous étions un pays membre de la CEDEAO, on se croit devoir reverser tout le monde au Niger parce que c'est juste le pays voisin qui est à leur côté et malheureusement nous avons affaire à beaucoup de personnes, plus de 20 000 ces derniers temps, à qui nous avons demandé justement à l'OIM et à l'OHCR de se débrouiller pour faire entrer chacun chez lui. Donc nous n'avons pas demandé à ce que ces gens-là soient reversés au Niger, donc on ne comprend pas
Pourquoi ils vont rester au Niger et continuer à perturber notre sécurité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a tous ces problèmes qu'il faut voir et auxquels il faut trouver une solution adéquate. Monsieur le Secrétaire, on va poursuivre cet entretien. On l'a assez souvent vu, sans une franche collaboration des populations, il est difficile de lutter efficacement contre cette insécurité. Est-ce que les populations collaborent aujourd'hui? Au regard de la complexité de la situation sécuritaire de notre pays, nous avons adopté un nouveau paradigme en matière donc de sécurité intérieure, construit autour du concept de la défense civile. Voilà. Donc, c'est une stratégie que nous avons essayé de mettre en place pour répondre donc à cette situation complexe et asymétrique, à ce désordre que nous avons vu créé par les terroristes au niveau donc de nos campagnes. Alors, il fallait maintenant que le citoyen s'approprie la sécurité. Donc, nous avons des comités de vigilance qui sont donc créés autour des villages, qui travaillent en étroite collaboration avec la population, avec les forces de défense et de sécurité, pour essayer vraiment d'apporter la sécurité. Parce que c'est quoi? C'est des gaps. Nous constatons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des patrouilles qui vont, des patrouilles qui ne peuvent pas rester éternellement sur le terrain. Et il faut suppléer. Donc, il faut qu'on trouve justement ce mécanisme-là pour pouvoir rester assez longtemps et pouvoir aussi être alerté à temps utile, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Plus nous avons le temps, plus nous avons été alertés très rapidement, mieux ça vaut pour l'intervention. Donc, tout ça, c'est des concepts sur lesquels nous sommes en train de travailler et que nous pensons justement va avoir sa plus-value dans cette offre de sécurité que nous proposons au Nigeria. Surtout que le dialogue, il est franc avec les communautés. Le dialogue, il est franc parce que nous avons les religieux qui sont là, nous avons les chefs traditionnels. Donc c'est vraiment des institutions sur lesquelles nous pouvons jouer, nous pouvons demander leur contribution pour que cette offre de sécurité puisse être effective dans ce que nous faisons au niveau donc de l'amélioration des conditions sécuritaires au niveau du... Au stade actuel, vous êtes satisfait de cette collaboration avec la population dans le cadre justement de la lutte contre l'insécurité d'une manière générale? Effectivement, ça a changé beaucoup. Ça a changé parce que la population intervient, la population prévient, elle informe les forces de défense et de sécurité. Ensemble, nous faisons le travail qu'il faut pour que la population puisse être sécurisée. Vous avez pu voir aujourd'hui, cette année, l'effort incommensurable qui a été déployé pour que cette population puisse aller au champ, cultiver, puis que cette population puisse aller au champ, récolter, engranger. Et ça, sa plus-value est là. Aujourd'hui, vous sentez sur le front social la calmie qu'il y a. Et c'est tout le sens quand même de la sécurité. Et que je pense, c'est vous qui avez le baromètre de pouvoir définir si cela a été rentable ou pas, a été efficace ou pas. Mais nous, en notre sens, on pense que par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques mois, il y a quelques années, où vous vous souvenez très bien, c'était les collectifs, je me souviens très bien de la zone de Tilaberi qui s'était réveillée avec tous les noms d'oiseaux qu'on qualifiait les militaires à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on sent que tout ça est derrière nous et que la confiance est revenue entre cette même population et son armée, nous, on a tout le sens de croire que ça va. Les lignes ont bougé quand même sur cette question. Monsieur le ministre d'État, un mot sur la consolidation de la paix à travers la sensibilisation des communautés sur la coexistence pacifique et la cohésion sociale. Qu'en est-il des actions de déradicalisation et de réinsertion socio-économique des repentis? Et on a vu au niveau de Goudmaria, effectivement,
des repentis qui ont été présentés à l'antenne. Qu'en est-il de leur réinsertion socio-économique? Merci, merci. Donc, vous savez que la consolidation de la paix passe nécessairement par la cohésion sociale, mais aussi une coexistence pacifique entre les différentes communautés. Malheureusement, certaines contingences rendent les choses difficiles. Les velléités d'infiltration et de désunion sont les braises sur lesquelles les obscurantistes sont en train de souffler pour désunir, pour opposer les gens. Donc nous avons entrepris plusieurs actions. Donc c'est le comité au niveau de nos actions, au niveau local, pour des actions de sensibilisation. Des forats sont organisés, des caravanes, en collaboration avec la HACP, que vous connaissez très bien, où nous essayons effectivement de voir comment rapprocher ces communautés, et nous essayons aussi de rendre pratique l'appel du président, chef de l'État, à l'endroit justement de ces jeunes qui se sont fait enrôler dans ces mouvements, de revenir au pays et de revenir pour construire ce Niger qui est notre bien commun. À notre satisfaction, nous nous rendons compte effectivement que ce message est en train de porter. Ces gens reviennent. Nous avons 2 centres, comme vous l'avez situé aujourd'hui, c'est celui de Goudou-Maria et aussi celui de Hamdallah. Je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il y a quelques mois de cela, ceux qui étaient dans ce centre l'ont abandonné, les mêmes partenaires. Les mêmes partenaires qui, pour eux, on ne sait pas si c'est l'intérêt du peuple nigérien qu'ils mettent devant ou bien c'est des intérêts que nous, on ne maîtrise pas en tout cas. Pour peu qu'il y ait un problème, on abandonne tout, on s'en va. Il s'agit de quels partenaires? Les partenaires, c'est les organismes internationaux, c'est tous ceux qui ont promis de donner de l'argent pour construire le centre, qui ont foutu le camp à la queue leu-leu, après le 26. Nous avons pris sur nous de construire le centre. Heureusement, entre-temps, certains sont revenus, la tête baissée, pour essayer de reprendre l'angle, de reprendre la main et d'engager le processus. Mais seulement ce processus, en ce moment, ne peut être qu'à notre manière. Parce que nous ne comprenons plus ce comportement mi-figue, mi-raisin. Nous avons depuis ce temps plus de 500 jeunes repentis qui sont là et qui continuent à venir. Nous avons décidé de former dans le domaine qu'ils comprennent le mieux. Et c'est quoi qu'ils comprennent le mieux? Un paysan nigérien, tu lui apprends l'agriculture, tu lui apprends l'élevage, tu renforces sa capacité. Maintenant, si tu arrives à l'aider, parce que souvenez-vous, c'est du bétail qui a été volé dans ce pays-là. C'est nos économies locales qui ont été déstabilisées. Vous partez dans nos campagnes aujourd'hui, à peine vous allez trouver une chèvre dans nos villages. Les gens ont tout pris, les bandits ont tout volé. Il faut reconstituer tout ça. Voilà. Et au-delà de ça, il faut donner la possibilité de produire. Nous avons des plans d'eau, il faut les valoriser. Il faut produire, il faut faire l'agriculture, il faut faire la pisciculture, il faut faire l'élevage. Donc, en pensant qu'en formant ces gens, dans ces domaines précis, ils peuvent être utiles à leur communauté. Pour peu maintenant que quand ils vont produire, qu'on puisse transformer et qu'on puisse évacuer. Parce que c'est ça aussi l'économie de l'échelle, les valeurs qu'il faut avoir. Donc c'est en cela qu'on souhaite que justement tous ces grands intellectuels-là que nous avons puissent mettre la main à la pâte pour pouvoir donner vraiment une véritable impulsion à ce que nos campagnes puissent être productives, à ce que nous puissions transformer, nous puissions avoir de la valeur ajoutée à ce que nous faisons. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Au demeurant, ce que nous pensons, c'est peut-être développer les routes. Parce qu'on l'a toujours pensé. Aujourd'hui, quand on vous parle de Inates, par exemple, Inates, c'est des vallées verdoyantes. C'est des plans d'eau immenses qu'il y a là-bas. Mais la mobilité est très compliquée. Il n'y a même personne. Il n'y a même personne. Et la mobilité est compliquée. Voilà pourquoi nous avons un slogan dans nos opérations où nous disons que
le développement passe par le développement de la route. Nous sommes convaincus qu'en traçant des routes, on peut transformer radicalement ce pays. Rien qu'en faisant les routes, en rendant ces zones accessibles et permettant à ceux qui sont là-bas vraiment d'évacuer les produits qui peuvent aller. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Monsieur le ministre d'État, on a souvent décrié la gouvernance locale. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer la gestion de nos collectivités territoriales? La gouvernance locale est au cœur des objectifs de la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Son axe 2 qui traite entièrement cette question. C'est dans ce sens que nous avions donné à chaque gouverneur de région, à chaque préfet de département, un cahier de charges conformément à cette vision, à travers les 4 axes stratégiques que vous connaissez. La mise en œuvre des actions soutenues dans les cahiers de charges a permis un appui conseil et un accompagnement conséquent des collectivités territoriales. Après un temps d'observation qui nous a permis d'apprécier la gouvernance administrative et financière de ces communes, nous avons placé des administrateurs délégués avec des objectifs clairs. Ces administrateurs délégués, ces responsables communaux sont assistés par une commission consultative locale. Donc c'est dire que au niveau donc de cette gouvernance, au niveau donc de nos communes, nous avons une organisation qui puisse permettre à l'administrateur délégué et aussi à la population de travailler de commun accord à travers une commission consultative pour impulser ce développement, pour travailler dans l'étroite collaboration et dans l'esprit de la population locale. Donc c'est tout le sens du développement, c'est tout le sens de ce que nous pouvons espérer faire de mieux pour que cette population puisse vraiment se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce développement-là. Nous pouvons aussi dire à travers cette gouvernance qu'il faut normalement qu'il y ait de la transparence dans ce que nous faisons. Et de la reddition des comptes, il faut que des missions d'audit et d'inspection puissent être diligentées au niveau territorial pour aller se rendre compte de ce qui a été fait dans les années passées. Effectivement, j'ai quelques exemples ici de ce que nous avons pu faire au niveau donc, du ministère de l'Intérieur à travers l'IGAT, l'inspection générale, où nous avons, au courant de cette année, diligenté quelques inspections dont on a les conclusions définitives. Et surtout, c'est des conclusions provisoires que nous avons. Nous avons environ plus d'une dizaine de rapports que nous avons ici en ce moment au niveau donc, de nos fiches. Voilà, il y a plus d'une dizaine. Vous pouvez voir des villes comme Abala, Tanout, ville de Tawa, Zender, Niamey, où vraiment des inspections ont été menées, des irrégularités ont été constatées et des sommes sont à rembourser. Voilà, donc une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la COLDEF qui, ensemble, donc, essaie de trouver la solution qu'il faut par rapport donc, à cette situation. D'accord. Donc, plus besoin de vous donner un peu les chiffres. Dans tous les cas, c'est des enquêtes. Ah oui, bien voilà, sûr. Donc, d'accord. Mais les rapports ne sont pas définitifs pour le moment. Oui, il y a des définitifs, il y a des provisoires. Voilà, donc les définitifs ont été rendus à la COLDEF. Mais c'est quand même hallucinant quand on voit un peu l'état de précarité de nos communes et que certains indélicats se permettent de prendre à leur bon profit les caisses ou les efforts des populations. Je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment qu'on sévisse. Monsieur, à ce sujet, je dois le dire, on a vu dans certaines communes, c'est carrément des mares qui ont été vendues et des collines. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a beaucoup. Expliquez ça. Bon, tout ça, c'est parce que justement, c'était la politique politicienne qui prévalait. Pour ce qui est des rapports définitifs, on peut avoir une idée des montants détournés, des montants mis en cause? Voilà, vous avez par exemple ici Ourafan, 169 millions.
C'est des rapports définitifs. Olelewa 287 millions. Hein? C'est des trucs que nous avons. Ville de Zander 355 millions. Tawa 244 millions. Voilà, donc c'est vraiment des montants qui sont là, qui sont à rembourser. Les gens ont cru faire de ça des deniers publics ce qu'ils veulent. Et puis bon, malheureusement, je pense que ça, nous sommes dans cette droite ligne de pouvoir vraiment rendre compte exactement au peuple nigérien de ce qui est fait de ces deniers, pour que nous puissions prendre le bon exemple et que les nouvelles autorités investies puissent vraiment travailler dans la droite ligne et dans l'esprit de ce qui a été, qui est la vision donc du chef de l'État, une gouvernance vertueuse. Et une gouvernance vertueuse. Monsieur le ministre d'État, pour finir cet entretien, il y a un débat sur le travail des ONG de développement au Niger. Quelles sont les mesures prises pour recadrer et mieux coordonner ces interventions des organisations non gouvernementales et associations de développement au Niger? Merci beaucoup. Effectivement, mon département ministériel a pris d'importantes mesures pour assurer le suivi et l'encadrement des ONG et des organisations de développement. Nous avons essayé dans un premier temps d'évaluer combien il y en a. Nous étions surpris de voir que rien que pour les ONG, nous avons dénombré 4122. 4122 ONG. 4122 reconnus. ONG reconnus. Et dont 332 étrangères. Donc, vous voyez un peu ce que ça vaut comme ONG. On a l'impression que c'est le fourre-tout. C'est un domaine dans lequel les gens se retrouvent. Et certainement pas pour travailler pour le pays. Parce qu'à titre illustratif, ils affirment avoir investi 130 milliards. 130 milliards dans l'année 2023, ce qui n'est pas sûr. Aujourd'hui, quand on met 130 milliards, vous voyez un peu comment ça pourrait changer significativement la vie de nos Nigériens. Mais malheureusement, nous ne sommes pas convaincus de ces chiffres. Et donc, nous sommes en train de vraiment parfaire ces audits-là, essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'on peut... Bon, de toutes les manières, les ONG n'ont jamais développé un pays. L'aide n'a jamais développé un pays. Si on veut se développer, il faut se développer avec la bonne manière, en comptant sur soi-même. Bon, maintenant, comme nous sommes dans un système où des gens veulent bien aider, c'est une très bonne chose. On peut faire avoir confiance et accepter cette aide, mais il faut qu'elle soit canalisée et il faut qu'elle soit orientée pour servir à bon escient. Donc nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus pour que nous puissions faire travailler ces ONG dans la droite ligne et faire comprendre à ces ONG ce que nous voulons. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Vous avez en mémoire ici le responsable de l'Union européenne pendant les inondations qui a eu un certain montant et qu'il a pu distribuer à quelques ONG sur des critères qui lui sont propres. 1 million d'euros. À sa guise. À sa guise. On vient, on prend de l'argent au nom d'un gouvernement, on les distribuer aux des ONG. Donc nous, nos analyses et nos enquêtes ont permis de découvrir qu'il y a beaucoup de ONG qui sont en accointance avec justement ces partenaires qui nous portent la guerre. À travers justement des missions de subversion, à travers des mauvais comportements, à travers des soutiens qu'ils apportent souvent aux terroristes. Voilà. Donc souvent, on se braque. On ne dit plus de déplacement des ONG sans escorte, ils s'offusquent. Ah, il faut qu'on leur donne la possibilité de se déplacer comme ils l'entendent et quand ils le veulent. Ça, c'est pas possible. Nous prenons maintenant la souveraineté. Nous prenons d'organiser notre pays, pas de leur permettre de venir faire ce qu'ils veulent. Donc, il faudrait qu'ils comprennent effectivement que le rythme a changé.
Maintenant, ils veulent travailler, ils n'ont qu'à travailler dans l'esprit des autorités nigériennes. Ce n'est plus le moment où de se lever, faire ce qu'on veut. Non, on n'est plus d'accord avec ça. Ils vont faire ce que nous voulons, pas ce qu'ils veulent. Le message a été perçu. Clair et net. S'ils n'ont pas perçu, on leur rappelle. C'est à notre manière. Vous venez nous aider à notre manière, pas à votre manière. Il faut que cela soit compris et que cela soit compris de tous. Certains ONG ont été fermés, expulsés, à juste titre, parce que nous avons documenté des comportements vraiment peu orthodoxes dans lesquels ils sont. Donc, pas besoin de venir déballer tout ce que nous savons par rapport à leur comportement, mais eux, ils savent, dans tous les cas, et nous appelons à ce que vraiment qu'ils puissent se mettre dans l'esprit du Nigérien, dans l'esprit de cette refondation, pour que nous puissions travailler correctement. Nous avons constaté aussi à ce niveau quoi? Que généralement, même dans les ONG, les responsables, les ONG qui rapportent quelque chose, les responsables suivent leur argent. Ils suivent leur argent. Vous allez voir des ONG qui n'ont même pas de compte ici. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le système de base communicant, quoi. Vous ne trouvez pas ça normal? Qu'ils viennent ici, qu'ils n'ont même pas un compte. On ne sait pas dans quoi ils sont. Quand ils ont de l'argent, on ne sait pas par quel subterfuge ils arrivent à s'amener de l'argent ici. En fait, c'est pour dire qu'on n'a rien, ou bien toujours en train de courir derrière des exonérations. Mais ça ne peut pas vivre un État. Il faut que nous soyons convaincus. Donc ces ONG, nous allons les refonder. Nous sommes en train de travailler à vouloir vraiment les mettre dans une dynamique, une trajectoire où nous pouvons les contrôler et travailler en toute orthodoxie avec elles pour qu'elles puissent être au bénéfice de cette population. Monsieur le ministre d'État, quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup. Nous allons conclure effectivement en rappelant ou en magnifiant le caractère résilient donc, du peuple nigérien qui, nous savons pertinemment les difficultés dans lesquelles il est. Depuis le 26. Depuis le 26, mais qui sache que ensemble nous allons sortir de l'ornière. Parce que tout simplement, nous avons la claire lecture et la vision que nous allons sortir de cette situation et de la plus belle manière, avec la victoire qui sera la nôtre. Face à des partenaires décadents, face à des partenaires qui manquent de vision, nous avons une grande vision. Déjà, la création de l'espace AES en témoigne. Notre sortie de la CEDEAO en dit long. Et ensemble, nous allons certainement consolider ces acquis et pouvoir, ensemble avec ces pays, apporter le développement qu'il faut pour notre espace AES. Nous avons au niveau donc du ministère de l'Intérieur plusieurs réformes. Entre autres, je peux vous citer les réformes sur les sociétés de gardiennage. Il y a quelque chose à voir de ce côté. Les sociétés privées, hein? Les sociétés privées. Les réformes sur les régimes d'armes. On a souvenance, il y a certaines qui ont été fermées. Voilà, donc tout ça, nous devons normalement les revoir en matière. Les réformes sur les régimes d'armes. Vous imaginez, depuis les années 60, 63 précisément, où l'ordonnance qui réglemente le port des armes au Niger n'a pas été revue. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut voir à ce niveau. La chefferie traditionnelle, l'organisation des cultes au Niger. Donc c'est tout un chantier que vraiment nous avons ici en face de nous. Les réformes sur le schéma national de l'aménagement du territoire. Vous imaginez que dans les pays de l'AES, nous sommes le seul pays où nous n'avons que 8 régions. J'étais surpris de voir que tous ces pays-là ont plus de 10 régions. Donc, avec l'immensité quand même du territoire nigérien, 1 267 000. Nous devons être en mesure d'espérer effectivement voir comment revoir le redécoupage donc, de cet espace-là pour que l'administration puisse être au contact très proche de la population. Donc, vraiment, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité, nous avons aussi participé à beaucoup de rencontres
dans le cadre de l'opérationnalisation de la Confédération AES, rencontres au cours desquelles nous avons validé certains documents de voyage. Bientôt, nous aurons notre passeport AES. Voilà, nous aurons nos cartes d'identité aussi. Donc tout ça, c'est des démarches sur lesquelles nous sommes et qui sont en train de vouloir aboutir très rapidement. Donc, les conditions d'actualité obligent. Nous avons pris l'ordonnance qui avait été signée sur les conditions d'entrée et de séjour au Niger, qui vient renforcer notre surveillance du territoire. Donc c'est vraiment appeler le peuple nigérien à être vigilant, beaucoup vigilant. Nous sommes dans une situation imposée où certains acteurs sont en train de nous regarder, on ne sait pas de quelle façon. Ils sont en train de nous attirer l'apocalypse. Ils sont en train de vouloir nous ravir ce que nous avons. Et je pense qu'ensemble, en restant vigilants, nous pouvons faire échec donc à toutes ces tentatives et pouvoir vraiment refonder notre pays, pouvoir transformer notre pays, pouvoir le mettre sur une trajectoire de développement pour que tout puisse se passer correctement comme cela se doit. Je voudrais rendre un vibrant hommage à nos martyrs civils et militaires, féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité. Gloire au peuple souverain du Niger. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cet entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et notre prochain invité dans le cadre de notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Excellente soirée à tous. Au revoir.